On a différents prétendants du sujet, on va parler de leur gestion, des aliments laboratoires, et du moins je vais essayer dans les 20 minutes qui sont à la Alors, d'abord on va évoquer quelques aspects réglementaires qui sont importants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, il n'existe pas de loi qui est spécifique à l'utilisation des animaux laboratoires, encore moins à l'élevage. Le seul cadre réglementaire qui existe, c'est la loi 08/88 qui évoque ces aspects-là de façon, je vais dire, très sommaire. Par contre, à l'échelle mondiale et européenne, il existe une batterie de lois et de décrets qui réglementent les choses de manière assez stricte et qui, de fait, peuvent constituer un frein aux publications à l'international. Donc, pour revenir à l'animalerie, il faudrait, avant qu'on parle d'animalerie, il faudrait qu'on s'entende sur de quel type d'animalerie on parle et donc, de fait, quels sont les animaux qui vont y être hébergés. Là, je ne parle pas d'espèces, mais je parle de deux autres critères majeurs qui définissent le type d'animalerie dont on parle, c'est les critères sanitaires et les critères génétiques. Alors, pour revenir aux critères sanitaires, en fait, tout bonnement, il s'agit de distinguer les animaux en fonction de la flore microbienne qu'ils hébergent. Donc, pour commencer, on va commencer par le plus simple. Ce sont les animaux dits à statut holoxénique. Ce sont des animaux qui hébergent une flore bactérienne, microbienne de manière générale, qui peut être pathogène ou pas, mais qui sont cliniquement sains. Ils sont élevés en élevage conventionnel, on y reviendra tout de suite. Ensuite, on a les animaux dits hétéroxéniques. Là, on est sur un cran au-dessus du point de vue sanitaire, puisqu'on parle d'animaux qui sont endèmes de pathogènes majeurs. Voilà. Ce statut sanitaire-là est associé en général à une liste de micro-organismes dans l'animal, suivant les espèces bien sûr, vont être endèmes. C'est une liste qui est en général établie par les organismes type FENASA, voilà, pour chaque type d'animal. Dans ce statut-là, on va avoir deux catégories. D'abord, les SPR, pour Specific Pathogen Free. Ce sont les animaux qui n'hébergent aucune flore pathogène majeure de leur espèce. Ensuite, on a ce qu'on appelle les animaux SOPR, pour Specific Opportunist Pathogen Free. Ce sont des animaux qui n'hébergent aucune flore pathogène, ni opportuniste, type Pseudomonas, Proteus, etc. On retrouve en général le statut SOPR chez les animaux qui sont immunodéprimés. Pour les animaux hétéroxéniques, en général, ils sont élevés, on va les retrouver élevés au niveau de ce qu'on appelle les zones protégées. Je détaillerai ça dans un petit moment. Pas de souci. Ça, c'est un exemple d'une liste FENASA. FENASA, c'est pour Fédération of Animal Science Association. C'est un exemple d'une liste FENASA dont le hamster doit être endème, doit être déclaré SPF. On retrouve des virus, des parasites, bien sûr des bactéries. Ensuite, on va passer, j'allais dire, à ce qui se fait de mieux, enfin, de mieux, tout dépend de ce qu'on va en faire. Ce sont les animaux axéniques. En fait, ce sont des animaux qui sont en réalité stériles. Ils n'hébergent aucune flore détectable à leur niveau. Donc, ils sont obtenus, pour la petite histoire, ils sont obtenus par hystérectomie aseptique. Et ils sont élevés de fait donc, en isolateur. Bon, je ne vais pas bien pour toute la chose dans un petit moment. Enfin, on a les animaux dits protoxéniques. Ce sont des animaux qui sont initialement axéniques, donc stériles, auxquels, pour les besoins d'une recherche ou pour une étude, on va inoculer une flore qui est connue et contrôlée, et ils sont également élevés en isolateur. La diapo, là, on détaille un peu tout ce que je vous ai dit. Voilà. Ensuite, bon, le deuxième critère, c'est le critère génétique. Je vous en dis un mot, histoire de ne pas déborder sur la conférence. Le critère, c'est génétique, comme son nom l'indique. En réalité, ce sont des animaux qui ont subi une mutation génétique. Elle peut être spontanée. Je vous donne l'exemple des souris Newt. Les souris Newt sont en réalité une mutation spontanée qui a été constatée en élevage, qui a donné donc de fait des animaux qui n'ont aucun pelage et qui sont immunodéficients. Ça, c'est pour le spontané. Sinon, on peut avoir des modifications qui sont provoquées, soit en agissant sur les systèmes d'élevage,
ou par mutagénèse ou transgénèse. Bon, après, si vous voulez, je pourrais vous en dire un peu plus. Donc maintenant, pour revenir à la thématique de la conférence, l'animalerie, de manière générale, il faut être conscient d'une chose, c'est que l'animalerie, qu'elle soit d'élevage ou d'expérimentation, n'a quasiment rien à voir avec un élevage classique, de ce qu'on peut appeler les animaux de compagnie ou les animaux de rang. Elle doit de fait intégrer des règles strictes d'hygiène et de sécurité, et bien sûr veiller au bien-être de ces animaux-là. En fonction des animaux hébergés que vous avez détaillés tout à l'heure, on va retrouver deux grands types d'animalerie. L'animalerie dite conventionnelle et les animaleries spécifiques. Donc, on va commencer par l'animalerie conventionnelle, comme j'ai pu vous le dire. Donc, c'est l'animalerie qui va héberger des animaux à statut holocénique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une animalerie de tout venant. Donc, c'est une animalerie qui va être construite en dur, qui va être conçue de telle manière à ce qu'on peut désinfecter et nettoyer de façon régulière. Tout ce qui est température, hygrométrie, luminosité sont stables et sont espèces dépendantes. Il doit y avoir une ventilation pour l'élimination de l'herbicide qui doit être permanente. À titre d'exemple, pour les rongeurs, ça doit être de l'ordre de 10 à 15 fois par heure. Et bien sûr, tout ce qui est équipement de protection individuelle, il est obligatoire. Ça, c'est un exemple de l'animalerie conventionnelle. Pour revenir aux animaleries spécifiques, en fait, ce sont des animaleries qui vont abriter des animaux dont le statut sanitaire est particulier. Surtout, c'est des animaux hétéroxéniques. C'est une animalerie dans laquelle les animaux doivent être en réalité élevés dans une bulle. Ils doivent être isolés, ils doivent être élevés sous barrière pour être isolés du milieu extérieur. On va commencer par l'isolateur. L'isolateur est conçu donc pour les animaux axéniques et gnotoxéniques. En réalité, c'est une enceinte qui est stérile, qui est totalement isolée du milieu extérieur. La manipulation se fait au moyen de gants en caoutchouc qui sont rattachés à la paroi. Tous les paramètres sont contrôlés et sont vérifiés. Donc, la filtration de l'air se fait par filtre absolu. L'eau est filtrée à 0,22 microns. Donc, ça peut être une question positive ou négative selon qu'on soit en bio-exclusion ou bio-confinement. Et l'ensemble des intrants transitent par un système qu'on appelle le système DPTE pour double porte transfert étanche, ou par un sas qu'on appelle un acide paracétique. Ça, c'est un exemple d'un isolateur qui est utilisé pour l'élevage. Ce que vous voyez là, vous voyez que les gants ressortent vers l'extérieur. Donc, de fait, on est sur un isolateur en pression positive. Donc, on est sur de la bio-exclusion. Ça, c'est un autre exemple d'isolateur que moi-même, j'ai eu l'occasion de voir à l'Institut Pasteur de Lille. Le système DPTE pour le petit histoire, c'est un sorte de cylindre qui va être rattaché à la sphère là qu'on voit pour pouvoir faire passer les intrants, que ce soit l'aliment, la litière, sans pour autant rompre la barrière stérile. Ça, c'est un autre exemple d'un isolateur, sauf que là, les gants sont vers l'intérieur, donc on est sur une pression négative. Donc, il s'agira vraisemblablement d'un bioconfinement. Vraisemblablement que les animaux qui sont hébergés sont des animaux inoculés avec des germes de type 2, 3 ou 4. Un mot, c'est-à-dire concernant le système DPTE, encore une fois, c'est double transfert étanche, c'est un système qui est issu de l'aérospatial, et qui permet, en réalité, où on a les deux volets de la porte qui s'emboîtent, pour permettre de faire passer du matériel dans l'isolateur qui est rattaché au cylindre, sans pour autant que la barrière ne soit rompue. Par contre, les radios qui sont sur la présentation, c'est pas moi. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas méchant. Alors, non, c'est pas grave. J'avais peur que vous ayez plus fait brouillon. Merci. Donc, toujours
parlant d'animalerie spécifique, on a un autre type, c'est ce qu'on appelle les zones protégées. En réalité, une zone protégée est une animalerie qui est pensée de la même manière que l'isolateur, sauf qu'elle est construite en dur, elle est à l'échelle d'un bâtiment, et elle permet au personnel d'y accéder. Comme je vous l'ai dit, c'est un environnement qui est totalement contrôlé, l'air est filtré à 0,1 filtre absolu, l'eau à 0,22 microns, l'ensemble des paramètres sont contrôlés. Mais on est sur un cran en dessous de l'isolateur à cause de l'intervention de l'humain qui fait qu'un contrôle absolu devient impossible. Donc, comme je l'ai dit, l'ensemble des paramètres qui sont contrôlés, l'ensemble des intrants de transit, soit par des sas chimiques, soit par des autoclaves, la pression y est positive, le principe de marche en avant y est respecté, ça c'est une obligation, et les EPI aussi sont obligatoires. Ça c'est un exemple d'une zone protégée. Ça c'est un schéma un peu qui explique grosso modo le fonctionnement des zones protégées. On voit donc le fait que le pouvoir propre des salles sont indépendants, ils ne se croisent jamais à aucun moment, et que l'ensemble des intrants transitent par des salles, que ce soit pour accéder à l'expérimentation, à la stabilisation, transitent par des salles ou par un autoclave pour le matériel. Alors, ça c'est, j'allais dire, un nouveau type d'hébergement, mais bon, pas comme on le conçoit de manière classique. On trouve de plus en plus dans des animaleries, entre parenthèses modernes, qui hébergent des souches de souris particulières, notamment des souches transgéniques qui sont, entre parenthèses, précieuses, ce type de cryoconservateurs qui permettent de conserver des embryons et de la semence de ces souches-là. L'avantage de ce type d'équipement, c'est qu'il permet de préserver une souche animale sans pour autant être obligé de la garder en élevage. Alors, maintenant, pour rentrer un peu dans l'organisation de ce que doit être l'organisation d'une animalerie, pour dire les choses de façon très claire, vous aurez beau avoir l'animalerie la plus moderne qui soit, si votre personnel n'est pas correctement formé dans le domaine, s'il n'est pas sensibilisé aux règles d'éthique, votre animalerie ne vous servira pas à grand-chose. Je rappelle également que votre personnel doit faire l'objet d'un contrôle médical régulier et que, en réalité, si on devait se conformer à ce qui se fait ailleurs, aucune personne n'est habilitée à manipuler des animaux, y compris pour l'élevage, n'est pas titulaire d'une qualification. L'hygiène. Alors, l'hygiène, c'est quelque chose qui reste très important dans votre animalerie, puisque vous êtes censé garder un niveau d'hygiène et de propreté qui est irréprochable. Pour cela, il y a nécessité de mettre en place un programme de travail avec un planning de nettoyage, de stérilisation, de désinfection qui est régulier. Ça, c'est juste pour vous mettre un exemple. Et ça, c'est un peu le programme de travail que nous, on a pour les élevages de rongeurs, dans lesquels il est prédéfini jour par jour, y compris les week-ends. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous dire que c'est une activité qui est permanente, on ne s'arrête pas le week-end. La santé est un élément critique de votre animalerie, quelle qu'elle soit, quel qu'on soit le statut, puisque de cela va dépendre votre expérimentation, vos élevages et tout un tas d'autres choses. Une inspection quotidienne de vos animaux devra être faite, idéalement par un vétérinaire, mais pas forcément. Ça peut être une personne qui est versée dans le domaine, qui a certaines compétences dans le domaine. Cette personne-là devra veiller à ce que la santé de l'animal, le caractère sain en réalité, soit maintenu, et bien sûr à son bien-être. Le contrôle sanitaire de vos animaux, bon, de fait, c'est censé être une évidence, devra être fait. Ça, c'est juste un exemple, bon, c'est pas redoutant de bon matin et la neige, c'est un exemple des autopsies mensuelles que nous on fait sur animaux sentinelles pour contrôler leur santé. Alors, pour revenir à ce que doit comporter l'animalerie, on a la quarantaine. La quarantaine est une obligation pour l'ensemble des animaleries qui reçoivent de manière régulière ces animaux. Elle a en réalité deux intérêts. Le premier, c'est d'isoler des animaux nouvellement venus pour limiter les risques de propagation d'un quelconque pathogène ou d'une quelconque maladie s'ils sont en incubation. Donc, vous protégez vos animaux et votre personnel.
L'autre intérêt de la quarantaine, c'est de permettre à des animaux nouvellement venus de s'acclimater, sachant que le changement d'endroit et les transports peuvent être un facteur de grand stress pour ces derniers. S'agissant des cages, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est des cages. Bon, donc ce sont des cages qui sont spécialement conçues pour chaque espèce. Elles doivent être de manière idéalement transparentes, facilement nettoyables. Il en existe de tout type. Vous avez fabriqué en polycarbonate, en polypropylène, à couvert simple ou à couvert filtrant, autoclavable, non autoclavable. En réalité, tout dépendra de ce que vous voulez en faire. C'est ça qui va déterminer la nature de l'équipement que vous allez utiliser. Ça, c'est une type de cage un peu particulière. Je ne sais pas si elle est particulière, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce qu'on appelle des cages à métabolisme. C'est des cages qui permettent, lorsque votre procédure le nécessite, de recueillir les urines et les fesses. Certaines cages métaboliques très perfectionnées permettent même de récupérer l'air respiré lorsque votre procédure le nécessite. Pareil pour les batteries d'élevage, bon, vous avez des portoirs simples, l'armoire ventilée qui permet de faire d'avoir un confinement minimum. Vous avez les portoirs ventilés, voire carrément, l'image du milieu, ce qu'on appelle les isocages. C'est un système combiné qui allie isolateur et portoir ventilé, qui permet donc le fait d'avoir une grande population en élevage, tout en les maintenant sous barrière permanente. Votre aliment, bien sûr, il doit être spécialement formulé pour l'espèce, pour permettre de satisfaire ses besoins nutritionnels. Son conditionnement aussi est important et il doit être contrôlé de manière régulière. Un contrôle bactériologique doit être fait ou par votre fabricant ou par vous-même. L'eau de boisson, vous devez disposer pour vos animaux d'une eau de boisson qui est potable, ça va de soi. Qui peut être distribué soit sous forme de biberon, soit sous forme de distributeur automatique d'eau. Bon, nous-mêmes, à Pasteur, on utilise distributeur automatique d'eau. C'est vrai qu'au quotidien, c'est pratique. Ça permet à l'animalier de travailler plus facilement, mais ça pose de très, très gros problèmes de maintenance, vu que notre eau est très calcaire. Voilà. Et le fait d'avoir de l'eau potable ne doit pas vous dispenser d'un contrôle régulier, d'un contrôle bactériologique régulier. Ça, c'est un système qu'on retrouve de filtration d'eau qu'on retrouve en général sur les zones protégées. C'est un système qui allie filtration à 0,22 microns et traitement par les eaux. Votre litière, alors bon, ça doit être bien sûr une litière qui est absorbante, qui n'est pas toxique, qui ne contient pas de vermine. On a recours le plus souvent à de la cellulose ou à de la cire de bois. J'attire votre attention sur un aspect qui est très souvent méconnu. Toutes les essences de bois ne sont pas bonnes pour être utilisées comme litière. Certaines essences de bois, notamment celles de bois rouge, de cèdre rouge, si ma mémoire est bonne, peuvent s'avérer être très toxiques pour les rongeurs. L'aspect, j'allais dire, critique et majeur de votre élevage, c'est la densité de population. La densité de population, il y a des normes, on ne va pas donner des détails là. Vous devez respecter votre densité de population pour une raison très simple. Une trop grande densité de population est un facteur de stress majeur qui aboutit fatalement à l'apparition de cannibalisme, de mortalité, de chute de poids, d'avortement, d'une multitude de choses, sans compter que ça peut être aussi le meilleur moyen de véhiculer des pathogènes au sein de votre élevage. L'enrichissement. L'enrichissement, c'est un aspect auquel nous, on n'est pas forcément très habitués. C'est en réalité donner à votre animal la possibilité de s'occuper, voire entre parenthèses de s'amuser. Aussi, on aurait tendance à se dire que c'est superficiel pour des animaux de laboratoire. Détrompez-vous, ça a fait l'objet d'un certain nombre de publications où on a démontré, preuve à l'appui, que l'enrichissement permet à l'animal d'être beaucoup plus facile à manipuler, d'avoir un niveau de stress beaucoup plus bas, et donc le fait d'impacter positivement vos expérimentations. Donc, j'espère avoir pu vous convaincre de la complexité de la chose. On aurait tendance à croire qu'une animalerie de laboratoire est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à faire.
En réalité, non. L'animalerie de laboratoire est quelque chose qui nécessite l'implication de tout le monde, que ça passe des cadres scientifiques, des chercheurs, ça va qui sont utilisateurs, à la partie administrative, puisqu'il s'agit d'obéir à des normes en vigueur, de veiller au bien-être animal. Et malheureusement, bon, je n'ai pas eu l'occasion de traiter ça parce que, bon, en manque de temps, de ne pas négliger surtout les aspects éthiques. L'animalerie de laboratoire, par définition, est une animalerie dans laquelle les aspects éthiques doivent être, j'allais dire, en tête de liste. Vous n'avez pas le droit, du point de vue éthique, j'allais dire du point de vue déontologique, je déborderai même en faisant d'ésotérisme, du point de vue religieux, de faire, de faire un peu n'importe quoi, parce qu'au-delà des aspects, j'allais dire, éthiques, n'oubliez pas qu'une maltraitance d'un animal, du point de vue physiologique, se traduit par un dérèglement physiologique, un dérèglement hormonal qui impacte directement ce que vous faites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez des questions, je suis prise. Il y a des questions? Oui. Donc, je vous félicite pour la qualité de la présentation, c'est intéressant. Vous avez insisté sur les aspects liés à la formation personnelle qui doit travailler au niveau de l'animalerie. Au niveau de l'Algérie, est-ce qu'il serait possible et envisageable, selon votre expérience, initiée par l'Institut Pasteur ou d'autres instituts, de proposer des formations de sciences qualifiantes pour des gens, c'est clair que nous avons des vétérinaires en place naturelle, mais des zootechniciens spécialement dédiés à la manipulation des animaux de laboratoire devraient avoir un profil de formation particulier, pas de très longue durée, mais néanmoins spécifique, ciblé et qualifié. Alors, je vais vous répondre. D'abord, je vais lever les propos. Nos amis vétérinaires dont je fais partie ne sont pas qualifiés pour manipuler ce genre d'animaux. Il y a une idée fausse qui a été véhiculée pendant très longtemps. On pense qu'un vétérinaire, de fait, doit être en mesure ou connaît les pathologies de tous les animaux, y compris des animaux de laboratoire. C'est une fausse idée. Dans le cursus vétérinaire, et là je ne parle pas d'Algérie, je vous parle y compris à l'étranger. Les vétérinaires sont formés pour traiter, pour faire un suivi d'élevage pour les animaux de rente, de compagnie. Dans le cursus les plus évolués, ils ont un module de ce qu'on appelle les NAC. Les NAC, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Mais en aucun cas. D'ailleurs, la réglementation, bon, on va se baser sur la réglementation internationale. La réglementation internationale fait obligation d'une qualification y compris aux vétérinaires. Donc, voilà. Maintenant, pour revenir à la problématique de la formation, votre question ne pouvait pas m'étonner, puisqu'en fin de compte, on est en train de mettre en place une formation à l'Institut Pasteur pour l'expérimentation animale. De là à dire qu'elle sera qualifiante, non. Pour une raison simple, c'est une qualification passe forcément par un ministère qui donne, j'allais dire, cette possibilité-là. Voilà. Or, comme je vous l'ai dit en début de présentation, le fait qu'il y ait entre parenthèses un vide juridique fait que l'ancrage n'est pas là. Mais par contre, j'allais dire que même en sage pas d'autre. Il est question de former des gens. Il faut bien commencer quelque part. Ce qui s'est passé au niveau de pas mal d'universités, moi-même, étant responsable du département animalerie et voyant défiler les commandes de tous les jours des différentes universités, je suis interloqué par le nombre croissant de demandes d'animaux qui est inversement proportionnel à la formation des gens. Vous êtes face à des gens, des universitaires, qui vous disent on va prendre des animaux, mais on n'a jamais manipulé. Ce qui est une aberration totale. Donc, découlant de ce constat-là, j'ai eu à discuter avec notre directeur général actuel, qui a été très à l'écoute, et voilà, on lui a dit il y a un manque. Déjà, les gens peuvent vouloir essayer de mettre en place des ateliers, c'est bien, mais il serait question de multiplier les choses. Donc, oui, totalement, il faut former les gens et à tous les niveaux. Ça part de l'animalier
aux scientifiques à l'étranger, vous avez 3 degrés de qualification. Concepteur, expérimentateur, éleveur. Donc, voilà, tout à fait. Donc, clairement, vous avez raison, et on est en train d'y aller dans les prochains scruter le site de Pasteur. Dans les jours à venir, vous allez trouver une position de formation. Merci. Je vous en prie. Je pense qu'il faut encourager ce type de. Oui. Il faut les encourager en fin de compte, ce type de formation. Alors, oui. On ne fait rien du tout. Donc, voilà. Je vais vous dire, moi personnellement, c'est une activité que j'ai repris en. L'activité rongeur et compagnie, c'est une activité que j'ai repris en 2012. Avant, je m'occupais de production de céréales. Donc, je n'ai eu de cesse de batailler pour ça, en disant que vous ne pouvez pas décemment continuer à mettre à disposition des animaux et des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas formées. Et donc, au-delà de l'éthique, vous savez, l'éthique, on va faire un peu de philosophie, l'éthique est corrélée avec la moralité. On a une morale qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Moi, ce que je dis aux gens, même si vous n'avez pas de morale, même si vous n'avez pas d'éthique, il y en a, et il y a de données, donc même si vous n'avez pas, partez d'un principe simple. Si vous travaillez dans de bonnes conditions, vos animaux seront maltraités. S'ils sont maltraités, ça aura une répercussion sur vos résultats, et si vos résultats ne sont pas exploitables. Souvent, il nous est arrivé malheureusement de constater, souvent les gens viennent nous dire, écoutez, on a pris des animaux chez vous, au bout de quelques temps, ils sont morts. Première question que je pose, qui les a manipulés? Est-ce que vous êtes qualifié pour? Où est-ce qu'ils ont été entretenus? Donc, il y a tout ça. Là, à l'Institut Pasteur, on est totalement conscient de ça. Donc, je vous ai dit, c'est pour ça qu'on a démarré ce truc-là et que, en réalité, je veux être optimiste là-dessus. Ça n'est qu'un début pour aller vers des sites. Parce qu'en réalité, mon objectif premier, je ne vous cache pas, je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse. Ça n'est pas de dire c'est l'Institut Pasteur qui va faire ça, il n'y aura que ça. Moi, je prendrai froid. Très honnêtement, je prendrai plaisir à voir que d'autres institutions prennent le relais. Oui, parce que vu le nombre d'universitaires qui sortent chaque année, plus vous véhiculez cette information, plus les bonnes pratiques seront là, plus ça deviendra inné. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on espère. Merci. Voilà. Une question? J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question. Vous êtes tous ou pas? Il est loin. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation, docteur. Je suis un enseignant à l'Institut vétérinaire de Tiaret. Pas mal de fois, je fais des expérimentations animales et je reçois des animaux depuis l'Institut de Pasteur. J'aimerais me renseigner sur l'état sanitaire des animaux, des rats et des souris qu'on reçoit. Est-ce qu'ils ont en quelque sorte ils ont un certificat sanitaire? Parce que parfois, je reçois des animaux, je fais des autopsies et je trouve des lésions qui, en quelque sorte, ont une relation avec des maladies congénitales ou bien des maladies expérimentales, entre parenthèses. Okay. Et merci. Je vous en prie. Alors, je vais vous répondre. Si vous avez suivi ma présentation, j'ai commencé par vous dire que j'ai commencé par vous détailler les quelques statuts sanitaires qu'on retrouve chez les animaux. Nous, à l'Institut Pasteur, on a des animaux qui sont actuellement en statut holocénique. Donc, ce sont des animaux conventionnels. Donc, de fait, ce sont des animaux qui sont cliniquement sains et qui contiennent une flore pathogène, non pathogène. Voilà. Bon, notre but à moyen terme, c'est de passer à un statut supérieur. D'ailleurs, c'est prévu. Maintenant, concernant, vous parlez de maladies congénitales. Faudrait-il savoir de quelle souche on parle? Je vous prends l'exemple des souris. On a 2 souches à l'Institut Pasteur. On a une souche qui est consanguine et non consanguine. Si vous êtes sur une souche consanguine, c'est un peu normal que vous ayez des lésions congénitales, parce que de fait, vous êtes dans la consanguinité. Pour répondre à votre question relative au certificat sanitaire, vous êtes un confrère et donc vous n'êtes pas censé ignorer que le mandat sanitaire ne peut être délivré que par des vétérinaires qui sont sous l'autorité du ministère de l'Agriculture. Donc, de fait, nous ne sommes pas habilités à délivrer un certificat sanitaire. Nous, ce qu'on a fait,
dans un souci de transparence, à chaque fois que quelqu'un vient prendre des animaux de chez nous, on accompagne ça de ce qu'on appelle, de ce que nous appelons une attestation d'acquisition, dans laquelle on détaille le statut sanitaire des animaux. On dit, de mémoire, les animaux que vous avez pris de l'Institut Pasteur sont des animaux à statut olectinique, ils sont entretenus dans un élevage à statut conventionnel, et donc en accord avec ce type de statut. Néanmoins, l'usage fait de ces animaux-là, leurs conditions d'élevage, leurs conditions d'entretien et de manipulation relèvent de la responsabilité du manipulateur. On est obligé de dire ça pour une raison simple, ce n'est pas qu'on cherche la couverture, c'est qu'il nous est arrivé d'avoir des personnes qui, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, entretiennent leurs animaux et viennent se plaindre. Je ne mets pas la bonne foi des gens en doute, mais encore une fois, lorsqu'on méconnaît, on peut penser autrement. Mais pour vous dire, maintenant, pour revenir rapidement à ce que nous, on fait à l'Institut Pasteur, on a un contrôle sanitaire qui est régulier. Quand je dis contrôle sanitaire, c'est quoi? C'est l'autopsie d'animaux, entre parenthèses, sentinelles, c'est une autopsie qui est mensuelle, c'est-à-dire qu'on prend des animaux au hasard. Parce que la définition d'animaux sentinelles, en réalité, dans un élevage moderne, ce sont des animaux qui sont immunodéficients. Mais pour avoir ce type d'animaux, il faudrait être sur des élevages de type statut spécifique. Or, on est sur du conventionnel. Donc, nous, on prend des animaux pris au hasard, un échantillonnage qui est fait selon les règles statistiques. Nos animaux sont autopsiés systématiquement. Lorsqu'on a une lésion, l'avantage qu'on a à l'Institut Pasteur, c'est qu'on a une multitude de laboratoires, donc on bénéficie de ça. Les lésions sont analysées. On peut supposer, ça arrive, qu'il y ait un parasite, une bactérie, ce qu'on veut, un traitement est mis en place. La deuxième démarche qui est faite, lorsque des animaux sont visuellement malades, ils sont systématiquement isolés, autopsiés, la cause est déterminée, et on ne garde aucun animal malade au sein de notre élevage. On a opté, je veux dire, c'est pas forcément éthique, mais on a opté pour systématiquement l'élimination de tous les animaux qui sont malades. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur un élevage de type intensif, où lorsque vous ne prenez pas les mesures tout de suite, c'est tout votre élevage qui vous est perdu. Enfin, on a un contrôle parasitaire qui est fait par le vétérinaire, un contrôle qui est mensuel, où on fait de la coproculture, de la coprologie parasitaire, et on traite en conséquence. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je voulais dire, par exemple, avant de procéder à une expérimentation, est-ce qu'il est préférable de traiter d'abord les animaux par des antibiotiques avant de commencer l'expérimentation? Je vais vous dire. En fait, j'ai vu à l'étranger, ils font ça, des traitements de 15 jours avant de commencer l'expérimentation. Vous savez, le traitement antibiotique, là je reprends ma casquette de vétérinaire, et quelque chose qui est obligé. On voit certains de mes confrères, ça c'est à l'échelle mondiale, ont eu tendance, notamment dans les élevages aviaires, à traiter à titre préventif leurs élevages, soi-disant pour limiter le stress qui peut être à l'origine de. Or qu'en réalité, lorsque vous traitez vos animaux à titre préventif, de fait, vous agissez sur leur microbiote, sur leur flore intestinale. Et donc, en réalité, en faisant ça, vous risquez de fausser votre. Voilà, donc, moi, des traitements antibiotiques préventifs, je ne suis pas fan. Très sincèrement. Voilà. Nous, ce qu'on fait, par contre, c'est pour ça que j'ai parlé de la quarantaine. Vous recevez des animaux, prévoyez un local de quarantaine. Vous les laissez. L'appellation de la ce n'était pas la quarantaine, on parlait de l'assaut. Vous mettez vos animaux de côté, vous avez un temps d'observation, vous voyez. Ils développent, il y a des signes, ils développent une quelconque pathologie, systématiquement, vous les mettez de côté, vous les éliminez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne les faites pas rentrer en expérimentation. Par contre, ce que vous pouvez faire en parallèle, ça ne vous empêche pas de faire une coprologie, vérifier s'ils sont parasites. À la rigueur, les traiter à titre préventif par un antiparasitaire, ça vous dit, il n'y a pas de souci. Parce que si parasite il est éliminé, s'il n'y en a pas, il n'y aura pas de souci. Sauf qu'il faudra les laisser pendant quelques jours de plus, puisqu'en général, les traitements antiparasitaires entraînent un dérèglement du métabolisme hépatique. Voilà. Ça peut se faire. Les traités pour les ectoparasites, au moyen d'antiparasitaires externes, ça ne pose pas de souci. Mais les antibiotiques, parce qu'on oublie souvent que l'antibiorésistance, je pense qu'elle est actuellement, elle est surtout liée à un usage abusif, que ce soit des gens et des animaux aussi. Bon,
consomme pas de souris, mais voilà. Malheureusement. Donc, juste un petit détail, parce qu'elle avait parlé d'antibiotiques. Les animaux qui n'ont, par exemple, servi à étudier les infections, les inflammations, par exemple, à l'Institut Pasteur, que deviendrait-il après? Qu'est-ce que vous en faites? L'euthanasie. L'euthanasie, je sais, mais après le corps. Ah, le corps. Alors, Parce que là, on réfléchit certainement, monsieur Détieux, aussi pour l'incinérateur, parce que ça pose l'eau en biotechnologie, on y pense. À l'université de Constantine, on y a pensé, l'incinérateur, donc incinérer ces animaux. Parce qu'on a des TP, on a des projets de recherche, on a des thèses, et on a vraiment eu des problèmes, vraiment. Pour prendre en charge sur l'environnement, et ça crée d'autres conséquences. Vous dites, mais très pertinent, pour une raison simple, ça me rappelle autre chose. Je veux parenthèse, parce qu'on est en train de parler de déchets. Réglementairement, il y a un décret du ministère de l'Environnement qui vous fait obligation d'incinérer tout ça. C'est-à-dire que c'est codifié. C'est considéré comme déchet de. Pardon? Vraiment 0,19. Déchets anatomiques, j'ajoute d'origine vétérinaire. Parce qu'il y a les déchets anatomiques à les hôpitaux ou qu'il y a les déchets anatomiques d'origine vétérinaire. Ils sont bien réglementés. Voilà. Et là, ce qu'on fait à Pasteur, comme c'est pas mal utilisé, on a des congélateurs qui sont centralisés. Dès que les animaux sont euthanasiés, ils sont mis dans un congélateur, en moins 20. Et on a de mémoire une ou deux fois par semaine un camion particulier qui vient les prendre pour être incinéré à notre niveau. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, c'est ça. Alors, vous avez deux possibilités. Soit la sous-traitance. Parce que ça peut se faire. J'allais dire la sous-traitance, si je prends un exemple, l'ensemble des hôpitaux de taille, j'allais dire CHU, bénéficient d'un incinérateur. Il y a lieu peut-être de faire une convention avec eux. Comment ils incinèrent les incinèrent. Donc, faire une convention avec eux pour éliminer vos animaux de manière légale. Deuxièmement, c'est faire l'acquisition d'un banaliseur. Les banaliseurs sont moins contraignants que les incinérateurs parce que vous êtes obligé d'avoir des cheminées avec un filtre, avec bon. Donc, il y a ces deux solutions. C'est-à-dire que pour moi, parce que là, moi, on parlait tout à l'heure d'animalerie, on parle de la structure animalerie, c'est-à-dire qu'il faut des structures hors animalerie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on brûle, quand on incinère des carapaces, ça peut être le tout des animaux, parce que c'est une animalerie qui va quand même être bien diversifiée par rapport au projet de recherche, de thèse, de collaboration internationale. Après, quand on incinère, il y a les cendres. Les cendres, les centres d'enfouissement. C'est un autre problème. Moi, j'ai fait jusque-là. Je suis en train d'écrire quelque chose sur ça, sur l'acheminement. Vous voyez, donc même les centres d'enfouissement, après, il y a des problèmes. On fait ici, on rencontre des problèmes parce que effectivement, on a vu avec la Lihama ici, chez nous, parce qu'il y avait un incinérateur, mais il a complètement changé de commerce. Enfin, c'était un commerce, c'était un privé. Voilà. Donc, parce que moi, j'ai été le voir en personne, et monsieur, peut-être il est là, monsieur Marie, il est là, donc il avait des problèmes quand il ramenait ces cendres-là pour aller dans les centres d'enfouissement. C'est des animaux, donc les animaux, est-ce qu'ils ont subi ceci, cela? Donc, ça posait des problèmes, ce n'est pas comme les déchets ménagers, ce n'est pas comme. Vous comprenez? Une discussion de fond. Nous, à la Pasteur, on a une problématique plus importante que la vôtre, en termes de volume. Non, mais quand je parle de volume, je ne parle même pas de volume. Je pose la question. Là, à l'Institut Pasteur, on a des chevaux. Parce qu'on produit du sérum. Tout à fait, oui. Comme nos chevaux meurent, vous imaginez, vous ne débarrassez d'une carcasse de 500 kg. J'en ai eu, enfin, j'en ai parlé dans le Oui. En réalité, quand les par rapport à une souris ou un rat, c'est bien. Exactement. C'est qu'encore une fois, vous avez. Parce que
j'allais dire, il est utopique de mon point de vue d'avoir une animalerie intégrée, où il y aurait tout à côté. Non, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut. D'où l'intérêt, d'ailleurs, même à l'étranger, il parle de décentralisation. Il y a C'est pour ça que je pose le problème. Il y a d'autres professionnels, il y a des professionnels, il y a des professionnels pour l'insémination. Ça existe à Alger, je ne sais pas s'il y a des Anglais ici. Oui, il y a Exferal. Exferal, c'est une société nationale. Qui, en plus de fabriquer des chaudières, des incinérateurs et tout, prennent en charge tout compte. Voilà. Donc, l'autre solution, éventuellement, ça serait de voir au niveau des hôpitaux, parce que même c'est la même problématique. Sinon, la dernière solution qui reste, ça serait d'opter pour un banaliseur. Les banaliseurs, il n'y a pas de cheminée. Voilà. Et voilà. Voilà, je vous en prie. J'ai remis sur votre temps.